Et je rappelle, quand ce n'est pas autorisé, ce n'est pas permis. J'ai fixé un cap clair. You are fake news. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bas et Masques, la chronique qui décortique les discours politiques. Quels procédés rhétoriques sont employés, quelles idéologies se dissimulent derrière les mots, quelles émotions sont mobilisées pour susciter notre adhésion. Après cette chronique, vous n'écouterez plus jamais les discours politiques de la même façon. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des émotions ou du pathos qui est présent dans les discours. Nous allons également aborder la communication de Raoul Edebo, le président du PTB, et du biais de proximité qu'il entretient avec son audience, ainsi qu'en troisième partie, nous allons interroger le discours, et oui, petite replongée dans le passé, le discours en période de pandémie, comment gouverner, c'est aussi nommer. Je m'appelle François Debras et je suis accompagné aujourd'hui de Gaëtan. Bonjour. Et de Alix. Bonjour. En politique, on aime les chiffres, les pourcentages, les tableaux Excel, les projections budgétaires. Nous valorisons la compétence, la maîtrise, le calme et le sang-froid. Et à côté de ces données et de ces tableaux, très souvent, les émotions, elles sont reléguées au second plan, comme si elles étaient une marque de faiblesse, un obstacle à l'analyse et à la raison. Dans cette vision, la politique serait l'art du compromis rationnel, de l'anticipation. Gouverner, c'est prévoir, dit la maxime. Gouverner, ce serait comme faire tourner une mécanique, un espace où les responsables politiques négocient, calculent et construisent des majorités pragmatiques. Il y aurait ce que nous pourrions faire et ce que nous ne pourrions pas faire. La raison d'un côté, l'émotion de l'autre. Mais dans les faits, dans les discours, cette opposition est largement artificielle. La politique, ce n'est pas uniquement une affaire d'indicateurs économiques et d'équilibre budgétaire ou institutionnel. La politique, c'est la société, c'est l'échange. C'est vous, c'est moi. C'est une histoire d'individus et d'expériences vécues. Cela peut être des injustices ressenties ou des espoirs projetés. Les émotions ne sont pas extérieures au discours politique, bien au contraire, elles en sont les racines. Si une proposition politique nous touche, ce n'est pas seulement parce qu'elle est cohérente sur le papier, c'est parce qu'elle entre en résonance avec notre histoire. Une colère face à des inégalités, une peur liée à l'incertitude de l'avenir, une force suscitée à la suite d'une mobilisation collective. Les émotions fonctionnent alors comme des ponts entre les orateurs et les oratrices et leur audience, des passerelles entre l'abstraction des programmes et le quotidien des électeurs et des électrices. Sans ces ponts, les discours sont déconnectés, lointains. Et avec ces ponts, les discours s'incarnent. Petite illustration. C'est quoi le pouvoir d'achat ? Posez-vous la question, vraiment. Savez-vous ce qu'est le pouvoir d'achat ? Comment l'expliqueriez-vous en quelques secondes ? Je vous laisse y réfléchir. Mais si, à côté de ce pouvoir d'achat, je vous parle du caddie du ménage ou du frigo à remplir. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai problématisé par l'expérience. J'incarne le pouvoir d'achat dans du vécu. Avec 100 €, est-ce que je pourrais faire toutes mes courses ce week-end ? Les jours passent et le frigo est de plus en plus vide. Autrement dit, je raconte des expériences. Je raconte des ressentis qui sont chargés en émotions et qui sont partagés par toutes et par tous. Je vous propose d'écouter un extrait d'un débat sur la RTBF le 28 novembre 2025 entre d'un côté Paul Magnette, président du PS, et de l'autre Ivan Verhofstadt, président des Engagés. Mais des nouvelles taxes, vous n'arrêtez pas d'en imposer. Aujourd'hui, vous prenez un travailleur qui part travailler, il fait son plein, une nouvelle taxe. En chemin, il se dit, je vais prendre un petit café à emporter, une nouvelle taxe. Sur le temps de midi, il va prendre un sandwich, une nouvelle taxe. Il rentre du travail, il va chercher un colis à la poste, une nouvelle taxe. Ensuite, il se dit, je vais aller faire un peu de sport, encore une nouvelle taxe. Le soir à la maison, il se dit, pour me détendre et me changer un peu les idées après toutes ces nouvelles taxes, je vais aller au cinéma. Pas de chance, encore une nouvelle taxe. Avec vous, c'est une nouvelle taxe toutes les 2 heures. Comme vous l'entendez, Paul Magnette joue sur le vécu, il joue sur les expériences. Il raconte une journée type, il raconte des ressentis et des émotions, une forme de colère, une forme d'exaspération. Et petite astuce que je vous donne, il joue sur une figure de style, l'épiphore. L'épiphore, c'est une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en fin de phrase. Ça enfonce le clou, ça donne du rythme, ça intensifie l'émotion. Après, attention. Toutes les émotions ne sont pas traitées de la même manière dans l'espace public. Il existe des asymétries.
Certaines émotions sont valorisées, d'autres sont discréditées, surtout quand nous interrogeons les personnes qui les mobilisent. Tout d'abord, nous observons une opposition récurrente entre d'un côté des responsables politiques présentés comme capables d'argumenter, capables de débattre, soi-disant rationnellement. Et de l'autre, nous avons des militantes et des militants dont les émotions seraient excessives, impulsives, voire complètement disproportionnées. Comme si l'émotion retirait le droit à la parole. Cette frontière, invisible, contribue à délégitimer certaines formes d'expression politique. Elle suggère que pour être crédible, il faudrait être distant, nuancé, carré, presque désincarné. Mais le discrédit émotionnel est aussi profondément genré. Un exemple emblématique reste le débat présidentiel de 2007 entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pour être pas. président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance Royal, des gens. est-ce que vous me Et permettez il y a des de vous colères dire que un j'aurai, mot même quand je serai présidente de la République. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas les nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère. Vous permettez ? Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis en Qu'est-ce que colère. ça doit être quand vous êtes énervé alors ? La réaction de Ségolène Royal visait à incarner une indignation morale face à certaines personnes en situation de handicap. Pourtant, cette colère a été retournée contre elle. Nicolas Sarkozy l'accuse de perdre son sang-froid. Il insinue l'idée qu'elle ne serait pas assez maîtrisée pour être la future présidente de la France. La remarque de Nicolas Sarkozy joue sur les stéréotypes. L'émotion féminine est présentée comme une faiblesse. Le soupçon, et je vous présente d'ailleurs toutes mes excuses pour ce terme qui ne devrait plus se trouver dans le débat public, mais qui est pourtant bien présent, celui de la soi-disant, entre guillemets, hystérie. C'est un terme totalement discrédité scientifiquement, mais qui est toujours mobilisé par certains. Ainsi, plus récemment, des personnalités comme Marlène Schiappa ou Mathilde Panot ont également été renvoyées à une supposée émotivité excessive, comme si l'autorité était associée à la froideur masculine. Au-delà des personnes, il existe aussi une hiérarchie entre les émotions elles-mêmes. Certaines émotions bénéficient d'une visibilité accrue, comme la colère, la peur ou l'injustice. Les réseaux sociaux amplifient les messages courts et provoquant une réaction forte, de choc ou d'outrance. Ces contenus circulent bien plus vite que les messages plus nuancés. L'algorithme aime l'émotion forte. L'indignation devient viralité alors que la peur amplifie l'engagement. A l'inverse, des émotions comme l'empathie, comme la gratitude, la joie ou l'optimisme sont souvent perçues comme trop naïves, trop douces, pas assez percutantes. Essayez de lancer une page Instagram sur le bonheur et l'épanouissement personnel. C'est complètement perdu d'avance. Le journal des bonnes nouvelles. Alors, beaucoup d'entre nous prennent leur distance avec les informations. Elles seraient trop déprimantes. Et pourtant, le journal des bonnes nouvelles, il a existé, mais personne ne le regardait. Mais n'allons pas trop vite non plus, car les émotions dites prosociales ont aussi un potentiel majeur en politique. Lorsque le discours met en avant des expériences personnelles, un travailleur, une famille, une étudiante, le discours humanise des réalités qui peuvent nous sembler abstraites. Il met des visages sur des catégories. Ce type de récit atténue également les logiques binaires. Il n'est plus question d'un « nous » contre un « eux ». Il n'est plus question également d'évoquer un adversaire à abattre, d'une crise à surmonter, mais plutôt d'une épreuve collective à traverser ensemble. Dans ce type de discours, la relation doit précéder la confrontation. Cela signifie que, dans les histoires que nous racontons, nous devons d'abord installer un lien, une certaine vulnérabilité partagée, avant de présenter un élément déclencheur. Cet élément déclencheur, n'est plus un conflit, mais une épreuve à résoudre collectivement. Voilà un discours fort qui mobilise des émotions prosociales. Je vous propose d'écouter une vidéo publiée par le CIRE, une association qui agit pour les droits des personnes réfugiées et étrangères en Belgique. Comme vous allez l'entendre, pas de mots, juste des sons et des images que je vous raconte. La scène présente une famille, un matin autour d'une table. Des enfants, des jeunes, la maman brosse les cheveux de la petite fille, gros plan sur les visages, la cuisine, et soudain... Après les fortes pluies de la nuit, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre à Dinan, à Rochefort et dans certaines communes du Brabant wallon. Autre dossier brûlant, les arrestations
déportations brutales de sans-papiers se multiplient dans tout le pays. Grâce au pouvoir étendu de la police fédérale pour perquisitionner les logements de leur choix au moindre soupçon, une mesure vivement critiquée par plusieurs Et soudain, la police frappe à la porte. La musique s'intensifie. La famille se cache à terre et la police rentre dans la pièce. Écran noir, un texte apparaît. Ceci n'est pas une fiction, c'est un projet de loi. La vidéo est publiée le 27 novembre 2025 pour sensibiliser et lutter contre le projet de loi des visites domiciliaires. Vraiment, allez la voir. C'est fort, c'est très fort. En ce sens, arrêtons de parler de bonnes émotions et de mauvaises émotions. Mais distinguons les émotions dites faibles des émotions dites fortes. Ce n'est pas une question de nature, mais d'intensité. Une émotion faible ne provoque ni surprise ni tension. Un contenu simplement positif ou bienveillant reste totalement invisible. L'intention est certes louable, mais notre attention à ce type de production est fortement limitée. A l'inverse, les émotions fortes activent nos mécanismes cognitifs d'attention et de mémorisation. Indignation, peur, colère, mais aussi émerveillement, compassion et tristesse. Toutes ces émotions laissent une trace en nous, car nous ne cherchons pas uniquement de l'information, nous cherchons une expérience émotionnelle qui nous donne un sentiment d'importance. En ce sens, un discours politique efficace doit construire une attente dès les premières secondes, une tension, une promesse ou une curiosité. Puis intervient un moment de bascule, un rapprochement inattendu, une coopération improbable, une prise de conscience collective. C'est ce moment qui nous restera en mémoire. Selon Christian Plantin, il n'est pas possible de construire un argument sérieusement élaboré sans construire simultanément une émotion vive associée. Autrement dit, la raison ne fonctionne jamais seule. Ou encore, en analyse des discours, logos et pathos sont intimement liés. La clé n'est donc pas d'éliminer les émotions, mais de réfléchir à leur choix, à leur intensité, à leur trajectoire narrative. Mais il existe aussi un risque. Les émotions peuvent relier, mais elles peuvent aussi fragmenter. Elles peuvent élargir le sentiment d'appartenance ou enfermer dans la peur et dans le ressentiment. Abandonner les émotions serait une illusion. Les laisser à certains serait une erreur. Les travailler autrement, en construisant des ponts plutôt que des murs, permet peut-être de réorienter le débat. Alors la prochaine fois qu'un discours politique vous touche, qu'il vous met en colère, qu'il vous fait peur, qu'il vous émeuve ou qu'il vous donne de l'espoir, posez-vous la question : cette émotion me replie-t-elle sur mon propre camp ? Ou à l'inverse, m'invite-t-elle à élargir mon cercle social ? Est-ce une manipulation ou est-ce un pont ? Car tous les discours politiques recourent aux émotions et leur utilisation n'est jamais anodine. Personne n'a voté pour ça. C'est de la poudre de perlimpinpin. Je peux terminer. Geen reactie, voilà. Et maintenant, je vous propose d'écouter Gaëtan qui va nous parler de la communication politique de Raoul Edebo, le président du PTB. Tout d'abord, pour ceux qui l'ignoraient jusqu'à présent, Raoul Edebo est le président du Parti du Travail de Belgique, le PTB, parti le plus à gauche sur l'échiquier politique belge. Il est également député fédéral à la Chambre des représentants de la circonscription de Liège depuis 2014. Comme beaucoup de personnalités politiques actuelles, Raoul Edebo est assez présent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook ou encore X, anciennement Twitter. Quel que soit le réseau social, Raoul Edebo y publie du contenu sur des sujets comme le pouvoir d'achat, les relations internationales, les réformes actuelles, bref, sur l'ensemble des décisions que prend le gouvernement en fonction. La manière de s'exprimer peut varier d'un réseau social à l'autre. Tandis que sur Instagram et TikTok, il va privilégier les courtes vidéos reprises de ses interventions à la Chambre ou encore dans les médias. Sur des réseaux sociaux comme X et Facebook, il va privilégier l'écriture pour s'exprimer. Quelle que soit la manière de s'exprimer, le format qu'il utilise, l'objectif de Raoul Edebo sur les réseaux sociaux est clair.
tenter de séduire un électorat en établissant une frontière entre le nous et le eux, entre d'une part les travailleurs, les gens que nous croisons dans la rue tous les jours, et d'autre part, le pouvoir en place qui est présenté comme déconnecté de la réalité, qui n'écoute pas les citoyens du pays et qui va à l'encontre de leurs intérêts. Ce qui est alors intéressant à analyser est de comprendre comment le président du PTB tente de créer cette dichotomie et de s'intégrer au « nous » qu'il établit face au « eux ». Pour cela, nous allons nous pencher sur sa manière de s'exprimer sur les différentes thématiques ainsi que sur son ethos, c'est-à-dire sur l'image qu'il donne de lui-même au travers de son verbal et de son non-verbal. Raoul Edebo, pour critiquer les décisions prises par le gouvernement, a fréquemment recours à une figure de style, le sarcasme. Cela consiste à utiliser une forme d'ironie afin de critiquer ou de ridiculiser son adversaire. Il utilise le sarcasme pour démontrer que le pouvoir en place prend des mesures illogiques, dérisoires, déconnectées de la réalité. Voici un extrait d'une prise de parole du président du PTB à la Chambre. Et qu'est-ce que décide ce gouvernement dans son taxe hein, monsieur Boucher, en réunion, allez, qui on va taxer là? Je réfléchis, les engagés, on va taxer qui? Mais regardez, une bonne idée les gars. On va taxer les gens, les petits-enfants qui achètent des plats chauds dans les écoles. On n'y avait même pas pensé, franchement. C'est une bonne idée, les gars. Bah ouais. Quoi, frère, on les taxe. Oui, mais ils payaient combien, les gens, pour les plats chauds dans les écoles? 6%. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? Un arrêté royal. On va faire payer 12% pour les plats chauds dans les écoles. C'est génial, les parents vont bdouiller. L'extrait que nous venons d'entendre permet d'illustrer mon propos précédent. Le président du PTB critique la hausse de 6 à 12% de la TVA sur les plats chauds achetés dans les écoles. Il critique tout en utilisant un air sarcastique afin de décrédibiliser la mesure en pointant du doigt les deux parties francophones du gouvernement. Dans un certain sens, Raoul Edebo joue une sorte de pièce de théâtre dans laquelle il tente de nous faire vivre cette scène. Dans celle-ci, il y tient un discours avec un langage décontracté afin de s'exprimer comme la majorité de la population et de finalement créer des liens entre lui et le peuple. Un autre extrait à propos de la même thématique, la hausse de la TVA, est également un exemple du sarcasme de Raoul Edebo et permet de faire comprendre aux citoyens que le gouvernement prend des mesures incohérentes, ridicules. Vous avez décidé de dire on va faire passer la TVA à 12% sur tout ce qui est emporté. Ça veut dire, monsieur le ministre, que dans la même grande surface, vous allez acheter une belle pizza, elle est fraîche la pizza, là vous payez 12%, la même pizza, mais congelée, 6%. 6%. Je ne sais pas comment le fisc va faire, les contrôleurs, ils regardent, oh la mozzarella, là, elle est fondue, là ça c'est 12 monsieur, là elle n'est pas fondue, c'est bon, c'est incroyable. Ici, Raoul Edebo tente une nouvelle fois de décrédibiliser l'action gouvernementale en prenant un exemple assez précis, celui d'une pizza achetée en magasin. Cet exemple n'est pas anodin. Qui n'a jamais acheté de pizza en grande surface? Il va prendre pour exemple un produit que nous avons déjà tous consommé pour créer un pont avec la population. Il va recourir au sarcasme comme stratégie rhétorique afin de renforcer la polarisation entre les travailleurs et le gouvernement fédéral. Une fois cette division mise en évidence, essayons de comprendre comment le député fédéral cherche à s'y inscrire, en se positionnant du côté des travailleurs. Si l'on se penche sur l'éthos de Raoul Edebo, celui-ci peut également nous aider à comprendre son objectif de se fondre dans la masse des citoyens des plus communs. Lors de ses interventions au Parlement fédéral ou dans les médias qu'il relaye sur ses réseaux sociaux, il utilise des mots plus informels, des mots que nous n'imaginons pas avoir leur place dans la bouche d'une personnalité politique. En passant en revue ses publications, on peut entendre des mots comme bagnole, boule pour parler d'euros, ou encore des verbes comme douiller, bosser, chipoter. La stratégie est claire. Appliquer des mots que nous utilisons dans nos vies privées afin de créer un sentiment de proximité avec Raoul Edebo. Le président du PTB ne se contente pas d'alimenter une opposition dans le débat politique. Il va également directement à la rencontre des travailleurs sur le terrain. Sur ses réseaux sociaux, on le voit régulièrement participer à des manifestations, se rendre sur des piquets de grève, ou encore recueillir les témoignages de personnes qui racontent leurs difficultés du quotidien. L'objectif est de faire éveiller chez les gens l'idée qu'il n'est pas un homme politique éloigné de la réalité comme l'est le gouvernement, mais un citoyen ordinaire qui s'érige en porte-parole du peuple au sein de la Chambre des représentants et plus largement
au sein de la classe politique. On peut comprendre ce rôle à travers ces quelques secondes d'une vidéo trouvée sur ces réseaux sociaux. Et n'hésitez pas, chers auditeurs, à m'envoyer vos histoires ici aujourd'hui pour qu'on fasse comprendre à ces politiciens là-haut qu'ils doivent écouter les travailleurs et pas uniquement vivre dans leur bulle comme ils le font aujourd'hui. Dans ce court extrait, Raoul Edebo confirme implicitement être le relais entre les travailleurs et le monde politique. On peut comprendre qu'il ne s'associe pas au monde politique et préfère s'ancrer du côté des travailleurs. Pour s'ériger en porte-parole, Raoul Edebo joue la carte de la proximité avec d'autres éléments. Si nous regardons d'autres publications sur ses réseaux sociaux, on peut tomber sur des vidéos où il raconte les messages que des gens décident de lui envoyer pour lui raconter leurs soucis du quotidien. On peut remarquer que les gens le tutoient, ce qu'il fait également en retour. L'extrait suivant le démontre. Écoutez ce message que Philippe m'a envoyé. Bonjour Raoul. Je voulais te raconter un peu mon histoire. J'espère que ça ne t'ennuie pas. Je viens de prendre ma pension après près de 44 ans de travail et pas toujours du travail facile, je te prie bien de croire. Le tutoiement permet de mettre en avant une certaine intimité, égalité entre les personnes, en l'occurrence entre Philippe et Raoul Edebo. On peut également remarquer qu'ils s'appellent mutuellement par leurs prénoms, comme s'ils étaient proches. Le tutoiement et l'utilisation des prénoms permet d'éviter la formalité, le rapport hiérarchique, tout ce dont Raoul Edebo tente de contourner dans son rapport à la population. Le non-verbal de l'éthos a toute son importance dans la communication, et ça, Raoul Edebo l'a bien compris. Lors de ses interventions au Parlement fédéral partagées sur ses réseaux sociaux, le président du PTB a un code vestimentaire bien à lui. Vous ne le verrez que très rarement avec une chemise et encore moins avec une cravate autour du cou. Il optera pour un simple pull accompagné d'une veste de costume. Encore une fois, ce code vestimentaire lui permet de se détacher d'une image de politicien sérieux et de s'inscrire dans l'idée d'une personne classique. Si l'on se penche sur ses publications hors Parlement fédéral ou médias, on peut le voir porter des t-shirts, des shorts, une sacoche, une tenue de sport, bref, des tenues décontractées. La technique reste donc la même, paraître simple. Quand on continue d'observer ces réseaux sociaux, nous pouvons tomber sur des publications de la vie privée de Raoul Edebo. On peut l'observer en train de prendre un apéritif lors des fêtes de fin d'année, participer à une course à pied, boire un verre dans un café, souffler sa bougie d'anniversaire. Bref, toutes des actions qu'une majorité d'entre nous avons déjà réalisées qui permettent au président du PTB d'encore une fois se montrer comme un citoyen ordinaire à qui l'on peut s'identifier. Comme vous l'aurez compris tout au long de ma chronique, Raoul Edebo a un objectif bien précis en tête, porter un discours dichotomique opposant les travailleurs et le monde politique, ainsi que d'endosser le rôle de porte-parole du peuple auprès du pouvoir politique. En construisant ce récit, il renforce à la fois son image d'alternative au système établi et la cohérence idéologique de son engagement politique. Tout ce que j'espère, c'est que vous m'accordiez le bénéfice du doute. Quelle indignité. Moi j'ai le cœur qui saigne. C'est pas une Alors maintenant, Alix, toi tu vas nous replonger dans une période qui n'est pas la plus joyeuse de notre histoire, la période Covid. C'était il y a 6 ans, 6 ans seulement. Et pourtant, cela semble appartenir à une autre époque. Nous avons appris à vivre confinés, à limiter nos déplacements, à présenter des attestations, à même justifier nos contacts, à surveiller nos gestes les plus quotidiens. Mais ce qui est peut-être le plus étonnant, ce n'est pas seulement que ces mesures aient existé, c'est qu'elles aient été acceptées par des millions de personnes. La pandémie du Covid-19, déclarée pandémie mondiale le 11 mars 2020, n'a pas seulement bouleversé les systèmes de santé. Elle a transformé nos rapports au pouvoir, à la liberté, à la responsabilité collective. Mais surtout, elle a transformé notre manière d'accepter les décisions politiques. Les mesures n'ont pas simplement été imposées, elles ont été expliquées, justifiées, rendues compréhensibles et surtout présentées comme moralement acceptables. Et pour cela, les mots ont joué un rôle central. Aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur les chiffres de la pandémie. Nous allons nous intéresser à autre chose, ces fameux mots. Les mots qui expliquent, qui justifient, les mots qui rendent certaines décisions évidentes et certains comportements moralement attendus. Certaines phrases ont marqué cette période. Certaines ont structuré notre manière de penser la crise. Et parmi elles, la déclaration d'Olivier Véran,
Se vacciner, c'est se protéger et protéger les autres. Derrière cette phrase, d'apparence simple, se cache une transformation profonde, celle d'un geste médical rendu responsabilité collective. Et je vais leur dire que ce combat, ils le mèneront encore mieux s'ils sont eux-mêmes protégés. Pour eux et pour les autres. Et je leur demande de se faire vacciner. Olivier Véran n'est pas un responsable politique ordinaire. Il est aussi médecin neurologue. Sa parole repose donc sur une double autorité. D'un côté, l'autorité scientifique de l'expert médical, de l'autre, l'autorité politique du ministre chargé de la santé publique. Lorsqu'il s'exprime, il parle à la fois au nom du savoir et du pouvoir. Cette position lui donne d'abord une légitimité. En tant que ministre, il est officiellement autorisé à décider et à s'exprimer au nom de l'État. En tant que médecin, il est reconnu comme compétent pour intervenir sur les questions sanitaires. La légitimité tient donc à la fonction qu'il occupe et au cadre institutionnel qui lui donne le droit de parler. Mais cela ne suffit malheureusement pas à convaincre. La crédibilité dépend de la confiance que le public accorde à celui qui parle. On peut être légitime sans être jugé crédible. Dans ce cas précis, le fait qu'il soit médecin peut renforcer pour une partie de l'audience l'impression de compétence ou de sérieux. Autrement dit, la légitimité autorise la parole, la crédibilité la rend convaincante. Donc il ne s'agit pas du tout de stigmatiser. Moi je suis reconnaissant, vous n'imaginez même pas à quel point. D'abord je suis membre de la famille des soignants, je suis médecin et j'ai été aide-soignant avant d'être médecin, en EHPAD. Je suis ministre des soignants, je suis ministre des patients. Et donc je chéris cette famille des soignants et je veux pouvoir leur apporter la protection qu'ils méritent aussi et qui est justifiée de par le simple fait qu'ils portent la blouse et qu'ils sont eux-mêmes au contact de personnes malades. Donc c'est une solution qui est gagnante pour eux et qui est gagnante pour les Français. Dans cet extrait, il ne s'exprime pas seulement en tant que ministre de la Santé, il rappelle qu'il est médecin, qu'il a travaillé dans des hôpitaux et donc il connaît la réalité du terrain. Il mobilise donc explicitement son identité professionnelle pour renforcer la légitimité de son message. Sa parole s'appuie ainsi à la fois sur son statut politique et son expertise médicale. Contester ce qu'il dit, ce n'est donc pas seulement contester une décision gouvernementale, c'est aussi symboliquement remettre en cause l'expertise scientifique qu'il incarne. La force de son message ne repose donc pas uniquement sur son contenu, mais aussi sur la position sociale et institutionnelle depuis laquelle il s'exprime. Analysons maintenant la phrase en elle-même. Elle est courte, simple, presque évidente. C'est justement ce qui fait sa force. Elle relie directement deux idées, se protéger soi-même et protéger les autres. Elle efface la frontière entre l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. L'individu n'est plus seulement responsable de lui-même, il devient responsable du risque qu'il représente pour les autres. Son corps n'est plus simplement et uniquement privé, il devient un élément de la sécurité collective. Cette nuance est fondamentale. La vaccination n'est plus seulement un choix médical, elle devient un comportement moral. Se vacciner, c'est agir correctement envers les autres. Ne pas se vacciner, même si ce n'est jamais dit explicitement, peut alors paraître comme un refus de protéger la collectivité. La phrase ne donne pas à proprement parler un ordre, elle ne contraint pas directement non plus, mais elle définit ce qui est responsable de ce qui ne l'est pas. La liberté n'est pas supprimée, elle est redéfinie. Nous ne voulons pas, les Français ne veulent pas revivre des scènes avec des EHPAD où il y aurait des vingtaines de résidents qui seraient malades, où il y aurait des décès. Nous voulons absolument l'éviter et nous avons un moyen de l'éviter, c'est en vaccinant celles et ceux qui se sont destinés par principe à protéger les personnes les plus fragiles. Être libre signifie désormais agir de manière compatible avec la protection collective. La contrainte devient morale avant de devenir politique. Et justement, cette norme morale va très vite devenir concrète. Avec le pass sanitaire puis le pass vaccinal, la conformité sanitaire devient une condition d'accès à la vie sociale. Aller au restaurant, se rendre à l'université, rendre visite à ses grands-parents en maison de repos, prendre le train, aller travailler. Ces activités deviennent liées à un statut sanitaire vérifié. La norme produite par le discours devient une règle d'organisation de la société. La participation collective devient conditionnelle. Cette logique s'inscrit aussi dans un cadre plus large, à savoir celui de la rhétorique de la guerre. Au début de la pandémie, les dirigeants parlent d'un combat, d'une mobilisation, d'un ennemi invisible. Nous sommes en guerre, entendons à plusieurs reprises. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Dans un contexte de guerre, les règles changent. L'intérêt collectif passe avant l'intérêt individuel. La discipline devient normale. La solidarité devient obligatoire. Dans ce cadre, la vaccination n'est pas interprétée comme une contribution à l'effort collectif, presque comme un acte de défense. Mais cette cohérence du discours produit aussi un effet inattendu. Elle alimente la défiance chez une partie de la population. Et c'est ici qu'il faut parler du complotisme.
Le complotisme ne désigne pas simplement une croyance isolée ou irrationnelle. Il peut être compris comme une forme de contre-discours, une manière de contester le cadre général dans lequel les faits sont présentés. Il ne remet pas seulement en question une mesure précise, mais la manière dont la réalité est organisée et expliquée par les institutions. Le conspirationnisme désigne plus précisément une posture interprétative, qui consiste à partir de l'idée qu'un complot existe, puis à chercher des éléments destinés à confirmer cette conviction. Mais l'hypothèse n'est pas soumise à vérification, mais présupposée comme vraie. Cette démarche entraîne une inversion de la charge de la preuve. Ce n'est plus à celui qui affirme l'existence d'un complot d'en apporter la démonstration, mais aux autres de prouver qu'il n'existe pas. Dans cette logique, des événements ne sont pas compris comme le résultat du processus complexe ou de décisions discutables, mais comme l'expression d'interprétations cachées et coordonnées. Autrement dit, le premier renvoie à une manière d'interpréter le monde, le second à la forme narrative et sociale que prend cette interprétation. Pendant la pandémie, de nombreuses décisions ont été prises rapidement, parfois de manière changeante, et elles ont touché des aspects très concrets de la vie quotidienne. Se déplacer, travailler, voir ses proches, accéder à certains lieux. Pour une partie de la population, cette accumulation de règles a produit un sentiment diffus d'imprévisibilité et de dépendance. Or, lorsque les événements semblent échapper à toute maîtrise personnelle, il devient tentant de leur attribuer une cohérence plus simple et plus intentionnelle. Ces interprétations émergent plus facilement lorsque 3 éléments sont perçus simultanément. Une forte autorité institutionnelle, une norme morale très marquée et un espace de discussion réduit. Dans ce contexte, certains ne contestent pas seulement une mesure particulière, ils remettent en cause l'ensemble du cadre d'interprétation proposé. Le complotisme peut alors fonctionner comme un contre-récit. Ce phénomène montre que le discours politique ne produit pas seulement de l'information, il produit aussi des effets émotionnels, des perceptions de légitimité et des rapports de confiance ou de méfiance. Et c'est précisément ce qui rend la question profondément politique. Car au fond, l'enjeu n'est pas seulement la vérité d'un discours, mais la manière dont la société organise la confiance, l'autorité et la possibilité même de contester ce qui est présenté comme évident. Et j'appelle solennellement tous nos concitoyens non vaccinés à aller se faire vacciner dès aujourd'hui au plus vite. 9 millions de doses vous attendent dès aujourd'hui, qui n'ont pas encore été injectées, et nos commandes continuent d'arriver. Que ce soit donc près de chez vous, sur votre lieu de vacances, avec ou sans rendez-vous, faites-vous vacciner. C'est la seule façon de vous protéger et de protéger les autres. C'est une question de responsabilité individuelle, de sens de l'esprit collectif. C'est aussi ce dont dépend notre liberté à toutes et tous. Un autre exemple permet de comprendre cette logique. Pendant la pandémie, plusieurs dirigeants ont affirmé que les personnes non vaccinées mettaient la société en danger. Nous ne parlons plus simplement d'un choix individuel, il s'agit d'un risque social. Certains responsables politiques ont même expliqué que les non-vaccinés devaient être convaincus, responsabilisés, parfois même contraints indirectement. Dans ce contexte, la vaccination n'est plus seulement un acte de santé publique, il devient un marqueur social. Il distingue ceux qui participent à la protection collective et ceux qui sont perçus comme s'y opposant. Au final, la phrase « se vacciner, c'est se protéger et protéger les autres » résume toute la transformation politique. Elle montre comment un acte médical peut devenir un devoir moral, comment une norme morale peut aussi devenir une règle sociale, comment une politique de santé peut redéfinir la citoyenneté. Et comment, paradoxalement, aussi un discours destiné à protéger peut aussi produire de la méfiance. La pandémie n'est pas seulement, et n'a pas seulement été une crise sanitaire, elle a été une expérience politique majeure. Cette pandémie n'a pas seulement créé un débat sur la vaccination ou sur les limites de la liberté. Elle a aussi révélé la puissance des discours dans la manière dont la société comprend, accepte et conteste les décisions politiques. Un discours peut transformer un geste médical en devoir moral. Il peut faire d'un comportement individuel une responsabilité collective. Il peut légitimer des mesures exceptionnelles en les inscrivant dans un cadre de protection. Mais cette force peut aussi produire l'effet inverse. Plus un discours apparaît cohérent, total et difficilement contestable, plus il peut, chez certaines personnes, susciter le doute et nourrir les contre-récits. La pandémie a ainsi montré que gouverner ne consiste pas seulement à agir. Gouverner, c'est aussi dire, nommer et cadrer. Et ces mots, en structurant notre perception du réel, influencent nos opinions, orientent nos comportements et redéfinissent parfois profondément notre rapport à l'autorité et à la confiance. Eh bien, tout grand merci Gaëtan et Alix pour vos analyses. Nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode de Bal et Masque, la chronique qui décortique les discours politiques. Restez curieux, à très vite.